Bonjour et bienvenue dans ce grand décryptage. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un morceau qui va littéralement transformer le quotidien de la quasi-totalité des acteurs économiques en France. On parle bien sûr des nouvelles obligations fiscales sur la facturation électronique. L'idée ici, c'est vraiment de décomposer cette énorme réforme réglementaire pour en faire des concepts clairs, nets et surtout maîtrisables. Pas de panique, en fait, une fois qu'on a les bonnes clés de lecture, tout devient beaucoup plus simple. Allez, on y va. Au programme de cette session, d'abord, l'heure de vérité sur la facturation électronique. Ensuite, on fera le match entre e-invoicing et e-reporting. On regardera de très près le calendrier et les outils technologiques. Puis, on passera aux choses sérieuses avec des scénarios commerciaux bien réels avant de conclure sur l'adoption de cet avenir numérique. Première partie. L'heure de vérité sur la facturation électronique. Alors, les petites entreprises françaises sont-elles vraiment prêtes ? Pour commencer, prenons un chiffre frappant issu d'une étude menée par Shine. 25%. C'est-à-dire que près d'une très petite entreprise sur 4 n'a absolument jamais entendu parler de cette réforme à venir. C'est quand même assez fou, non ? Ça montre bien qu'il y a un gigantesque besoin d'information et de clarification sur le terrain en ce moment. Et d'ailleurs, même quand on regarde du côté de ceux qui sont au courant, l'ambiance n'est pas vraiment à la sérénité. Regardons ces chiffres. Les inquiétudes sont super palpables. On a la moitié des dirigeants qui se disent carrément stressés par l'échéance. Ensuite, 60% voient ce changement comme un vrai casse-tête technique. Et la palme revient à l'impact financier. 70% redoutent les conséquences sur leur budget. Bref, ça angoisse pas mal. Mais face à toute cette anxiété, il y a quand même une excellente nouvelle. En fait, avec le bon accompagnement et une bonne compréhension des bases, toute cette pression peut complètement retomber. L'étude montre très bien que les professionnels qui sont déjà un peu numérisés sont 2 fois plus sereins que les autres. Donc le vrai but du jeu ici, c'est de prendre cette contrainte administrative et de la transformer en une véritable opportunité digitale. Ce qui nous amène à la deuxième partie, e-invoicing contre e-reporting. Il est grand temps de clarifier tout ce jargon. C'est là qu'il faut vraiment faire la distinction entre les deux grands piliers de la réforme, c'est hyper important. D'un côté, on a l'e-invoicing, la facturation électronique pure et dure. Ça concerne uniquement les transactions B2B nationales, donc entre deux entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Et de l'autre côté, on a l'e-reporting. Ça, c'est pour absolument tout le reste. Les ventes aux particuliers, donc le B2C, et toutes les transactions internationales. Gardez cette petite séparation en tête, c'est vraiment la clé pour tout comprendre par la suite. Alors, pour faire fonctionner tout ça, il va falloir utiliser un outil spécifique. La fameuse plateforme agréée, ou PA pour les intimes. Concrètement, qu'on utilise son propre logiciel de compta en interne ou qu'on passe par un portail dédié, cette plateforme certifiée par l'État devient le pont obligatoire. C'est elle qui va transmettre les factures aux clients de manière totalement sécurisée et c'est aussi elle qui va se charger de faire remonter les bonnes données directement à l'administration fiscale. C'est le cœur du réacteur. Troisième partie, le calendrier et les outils technologiques. Jetons un œil à la feuille de route du déploiement. Alors attention aux dates, ça va arriver super vite. La première grande étape, c'est le 1er septembre 2026. À ce moment-là, les grandes entreprises et les ETI auront l'obligation stricte d'émettre des factures électroniques. Mais attention, c'est là qu'il y a un petit piège. À cette date précise, absolument toutes les entreprises devront être capables de les recevoir. Ensuite, pour ce qui est d'émettre des factures électroniques, les PME et les micro-entrepreneurs auront un peu de répit jusqu'au 1er septembre 2027. Donc on a plus de marge pour l'émission, mais pour la réception, tout le monde sur le pont en 2026. Et ce n'est pas tout. Les documents en eux-mêmes vont aussi subir un petit lifting avec de nouvelles mentions totalement obligatoires. Dès que l'échéance tombera, il faudra ajouter le numéro sirène du client. Il faudra aussi indiquer l'adresse de livraison si jamais elle n'est pas la même que celle de facturation. Ensuite, il sera impératif de préciser le type d'opération. Est-ce que c'est une livraison de biens, une prestation de service ou carrément les deux ? Et pour finir, il faudra mentionner l'option de paiement de la TVA sur les débits, si bien sûr ça s'applique. Ça fait quelques petites cases à rajouter sur les modèles actuels. On passe à la quatrième partie, les scénarios commerciaux réels. Voyons comment toutes ces règles s'appliquent concrètement sur le terrain, profession par profession. Prenons un cas très précis pour commencer. On peut se demander quelles sont exactement les obligations pour, disons, un chirurgien dentiste indépendant. C'est super intéressant parce que les professions de santé ont un statut un peu à part avec la TVA. En fait, comme les actes médicaux sont exonérés de TVA, la facturation des soins aux patients n'est carrément pas concernée par la réforme. Que le patient soit français ou étranger, le praticien est exempté et continuera de faire ses notes d'honoraires exactement comme avant. Par contre, pour faire tourner son cabinet, que ce soit pour payer l'abonnement Internet, l'énergie ou le matériel médical, il sera obligé de s'équiper d'une solution pour recevoir des factures électroniques B2B de ses fournisseurs dès 2026. Donc, pas de changement sur les ventes, mais obligation de réception sur les achats. Allez, on change totalement d'univers. Comment ça se passe pour une entreprise générale du bâtiment qui doit jongler avec des clients particuliers et des sous-traitants ? C'est le genre de situation classique où ça peut vite devenir un vrai casse-tête.
C'est là que la petite gymnastique mentale entre invoicing et e-reporting devient hyper utile. Prenons les chantiers réalisés pour des propriétaires particuliers. Ça, c'est du B2C. Donc ça tombe direct dans la case e-reporting pour les transactions et les paiements. Maintenant, disons que l'entreprise reçoit une facture d'un sous-traitant électricien situé en France. Là, on est sur du B2B national pur et dur, donc c'est de l'e-invoicing. Et si elle embauche un artisan plombier polonais, eh bien on passe à l'international, donc on rebascule dans l'e-reporting. En fait, chaque type de flux correspond à un tiroir bien précis. Et pour terminer sur ces exemples, on va regarder du côté d'une boutique e-commerce multicanal. C'est un secteur où les ventes s'enchaînent à toute vitesse. La logique ici est assez redoutable. Que la boutique vende directement à des consommateurs en B2C ou qu'elle passe par des places de marché comme Amazon, eh bien toutes ces ventes à des particuliers exigeront un e-reporting agrégé qui devrait être fait quotidiennement. Pas la peine de générer une facture électronique hyper complexe pour chaque client individuel. Par contre, si cette même boutique fait de la vente en gros à des distributeurs français, donc en B2B, là c'est la règle de l'invoicing standard qui s'applique à la lettre. 5e et dernière partie, adopter l'avenir numérique, ou comment voir le bon côté des choses pour les entreprises. L'enjeu derrière tout ça, c'est de voir beaucoup plus loin que la simple contrainte administrative de la saisie manuelle. On entre de plein pied dans l'ère de la collecte de données totalement automatisée, avec en prime un archivage numérique sécurisé. Et qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Eh bien, en supprimant toutes ces tâches chronophages, l'expert comptable, tout comme le dirigeant, récupère des données financières ultra fiables en temps réel. C'est littéralement du copilotage stratégique. On passe d'une gestion dans le rétroviseur à une vraie anticipation de l'activité. Et il y a une chose absolument cruciale à garder en tête. Jean Saforce, de l'Ordre des experts comptables, l'a très bien résumé avec cette phrase « Dans un monde totalement numérique, l'aspect humain reste primordial pour rassurer le chef d'entreprise et apporter toute la confiance à l'économie. » Et c'est tellement vrai. Les algorithmes, les plateformes et les flux de données vont faire le travail lourd de la facturation. Mais pour donner du sens à ces chiffres, pour prendre les bonnes décisions stratégiques, l'expertise humaine, le conseil et le dialogue resteront toujours le cœur du système. Alors, on termine sur cette réflexion qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Comment les entreprises vont-elles utiliser cette immense transition numérique, qui est obligatoire, rappelons-le, pour réellement accélérer leur propre croissance? L'échéance va arriver très vite. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est plus juste de cocher la case de la conformité légale, c'est surtout de se demander comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour optimiser les processus, réduire les délais de paiement et rendre l'activité beaucoup plus performante. Voilà de quoi méditer pour la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi ce grand décryptage jusqu'au bout. À très bientôt.